Bonjour Baptiste Giabiconi. On ne peut pas dire que votre livre passe inaperçu, s'appelle Karl et moi, publié chez Robert Laffont. C'est un événement parce que sur tous les plateaux de télévision, on vous interroge sur Karl Lagerfeld. C'est incroyable ce qu'a été ce personnage, évidemment dans le monde pour la mode, et vous le racontez d'une manière intime parce que vous êtes certainement celui qui l'a le mieux connu. Et vous aviez envie de témoigner aujourd'hui. Ouais, c'était important pour moi de pouvoir revenir sur ces 12 années passées à ses côtés. La chance et l'opportunité que j'ai eue de côtoyer ce personnage extraordinaire, haut en couleur, dans son intimité. Oui, vous le rencontrez comment? C'est-à-dire que, et vous le racontez dans ce livre, c'est quoi? C'est une sorte de coup de foudre? Oui, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. J'essaye de l'expliquer de la meilleure des manières, malgré certaines personnes qui ont du mal encore à comprendre ce coup de foudre et cet amour. Mais c'est un amour qui n'existe pas, où vraiment on a décidé de s'aimer l'un l'autre, tout simplement. C'est une rencontre, on a 50 ans de différence, tout est fait pour qu'on ne se rencontre jamais. Et puis, il n'y a pas de hasard, il y a un destin, il se passe quelque chose, et puis on se rencontre. Et là, on décide de partager et d'écrire une part de son histoire et de la mienne en même temps. Vous dites dans ce livre, cet amour n'existait pas, effectivement. L'amour qu'on a eu, on se l'est inventé. C'est qu'au fond, c'est quelque chose d'autre. Oui, c'est quelque chose d'autre, dans le sens où c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre les choses dans des cases bien spécifiques. Et pour le coup, ça ressemble à aucun autre amour. C'est pas l'amour d'un frère à une sœur, d'un père, d'un géniteur à son enfant. C'est vraiment... c'est ce coup de foudre, c'est l'envie évidemment de travailler, de collaborer, de faire des choses ensemble. Et puis à la fois derrière, un amour qui ne s'explique pas et où l'on décide de créer cette complicité, où cette affection arrive tout de suite, très rapidement, presque, je dirais, le premier jour où l'on s'est rencontrés. Oui. Et alors, vous allez l'accompagner, fasciné aussi par ce qu'il est, Karl Lagerfeld, et ce qu'il cache aussi, que vous racontez bien dans ce livre, au fond. Derrière cette allure, cette austérité apparente, il y a beaucoup de fragilité. Oui, c'était une personne qui n'était pas réellement démonstratif, et encore plus aux yeux des médias. Il était très fort pour faire diversion. Au fond, c'était évidemment un personnage solitaire, ça c'est indéniable. Cette solitude, il l'a cultivée aussi, elle était importante pour lui, parce que c'est là où il pouvait créer et trouver cette inspiration, donc elle était essentielle. Mais à côté de ça, oui, c'était une personne avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité. Il y avait des failles chez Karl. Oui. C'était pas le provocateur drôle, d'ailleurs, très souvent, qu'on connaissait à la télévision. Il jouait de ça, mais ça n'était pas que ça. Non, ça n'était pas que ça. Effectivement, il montrait ce qu'il voulait à la télé, aux médias. Mais à côté de ça, au fond, c'était barbant pour lui. C'était un petit peu... voilà. Moi, je l'ai connu à une période, en 2008, où j'ai senti, je ne le connaissais pas avant, mais de par les gens qui l'entouraient, j'ai pu comprendre qu'il avait besoin de renouveau, il avait besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie. Je pense que j'ai contribué à ça, oui. Vous l'inspirez, cette relation est absolument extraordinaire. Vous l'avez raconté, cette relation, sur des plateaux de télé, et vous avez dit aussi « j'ai subi un torrent de propos homophobes », parce que vous avez subi ça aussi. Oui, j'ai subi ces propos depuis le début de notre relation, de notre collaboration avec Karl. Et là, récemment, depuis la sortie du livre, je vois un déferlement de haine, notamment sur les réseaux, à mon égard, quand j'explique avec la plus grande sincérité la relation que j'ai eue avec Karl. Alors effectivement, je ne peux pas empêcher les gens de penser, d'avoir des avis divers sur la chose, mais je suis profondément choqué qu'en 2020, on tienne encore ce genre de propos sur de ce genre aussi puissant, avec autant de haine, avec autant d'acharnement. Vraiment, c'est difficile. Il faut rester accroché. Moi, personnellement, ça me donne toujours de
de l'énergie et de l'envie de continuer à justement lutter contre ça. Lutter contre l'homophobie, ça a toujours été un des combats de votre vie. Oui, j'ai toujours, depuis le début de ma carrière, voulu me consacrer à ces personnes-là qui aujourd'hui, malheureusement dans notre société, ont du mal à trouver leur place, malgré que les choses avancent tant bien que mal. Mais je trouve qu'on est quand même sérieusement en retard par rapport à d'autres pays aujourd'hui. Alors, il y a aussi ceux qui vous parlent de l'héritage, qui vous disent « Oh là là, attention !» Parce qu'évidemment, Karl vous a fait hériter de sa fortune. On parle d'1 milliard. C'est vrai ou... Oui. Non, aujourd'hui, moi, j'ai pas de chiffres. Je n'ai pas connaissance de chiffres. Pas du tout. Il faut savoir aujourd'hui que c'est sous condition d'un inventaire. Donc aujourd'hui, c'est géré par des personnes responsables de ce sujet. Il y a des avocats, il y a des administrateurs qui sont là pour faire le travail. Aujourd'hui, on n'a pas la connaissance de quoi que ce soit à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui... Oui, vous le dites dans le livre, il vous disait, quand il vient à un appartement, il disait « Un jour, ça sera à toi ». Et puis, quand vous étiez étonné, il disait « Non, remets ta cravate d'aplomb ». C'est-à-dire qu'au fond, il ne voulait pas que vous humiliez de ça, mais il vous le disait. Je pense que c'était surtout une façon à lui de me rassurer sur la vie. J'ai toujours été quelqu'un d'anxieux. J'ai toujours voulu, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose ou que j'ai commencé ma carrière, me dire bon, finalement, c'est génial tout ce que je vis, mais j'ai pas spécialement envie de revenir là où j'étais. J'avais envie de progresser et surtout de sécuriser aussi mon avenir. Oui. Mais lui aussi voulait certainement sécuriser votre avenir. Aussi, parce qu'il savait que vous veniez d'un milieu très modeste, en Corse. Tout à fait. Et il a fait de la plus juste des manières, vraiment, en jouant ce rôle-là, ce rôle je dirais, encore une fois, je le répète, mais d'un père à un fils, de rassurer son enfant, tout simplement. Mais ça ne vous fait pas peur, comme certains vous disent, attention, ça va être comme Johnny Hallyday, ça ne vous fait pas peur d'être face à ce défi, de cet héritage Lagerfeld? Pour moi, c'est un grand bonheur et c'est merveilleux pour moi de la part de Karl de m'avoir accordé cette confiance, de cet héritage culturel qu'il me donne aujourd'hui. Je ne parle pas de l'aspect financier. L'aspect financier, je le laisse aux personnes qui sont responsables de ça et à ce jour, c'est sous condition d'un inventaire. Moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui d'être le porte-flambeau, d'avoir ce devoir de mémoire à l'égard de Karl Lagerfeld. Ça, pour moi, c'est aussi le but aussi de ma vie aujourd'hui. Ce nouveau chapitre que j'ouvre, on ferme un chapitre, celui de l'époque où Karl était encore là. Ce nouveau chapitre que je décide d'ouvrir, c'est ce devoir de mémoire et de continuer à faire briller, à faire vivre cette légende qui est Karl Lagerfeld. Oui, parce qu'il est absolument incontournable. Mondialement, il a organisé une sorte de révolution dans l'art. Et l'homme qu'il était derrière était quelqu'un d'absolument fantastique que l'on découvre, que l'on, j'allais pas dire redécouvre, mais qu'on découvre dans votre livre. On le découvre parce méconnu. Oui, méconnu pour beaucoup finalement, parce que les gens n'ont pas eu cette version-là quelque part de Karl. Ils ont toujours eu, à travers que ce soit des bouquins ou à travers les médias, un personnage toujours un petit peu froid quelque part. Froid et strict. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit à chaque fois que je pouvais rencontrer des personnes. Ouh là là, Karl, il a l'air... Non, finalement, c'était finalement une carapace qui s'était forgée autour de ça. Le fond, il avait un cœur tendre. Karl, c'était un bonbon, c'était quelqu'un qui était d'une générosité incroyable, d'une fidélité merveilleuse. Un grand homme, et qui laissera pour des décennies une patte, une empreinte. Et ça, c'est indémodable. Ça passera le temps. Ouais. Comment va Choupette? Choupette va très bien. Choupette, c'est la petite chatte que vous l'avez offert à Karl et qu'il a aimé jusqu'à son dernier souffle. Oui. Choupette va très bien. Elle est aux côtés de Françoise. C'était la gouvernante de Karl, une femme merveilleuse aussi. Et c'était la volonté de Karl de laisser Choupette à Françoise, qui s'en est toujours très très bien occupée. Et je pense que c'était la volonté de Karl de vouloir continuer à ce que Choupette soit
soit gardée par la même personne, qu'elle n'ait pas réellement de perte de repères. Et je suis très content. Je suis très content et j'ai toujours des nouvelles d'elle par Françoise. Donc oui, c'est aussi, Choupette a été aussi un lien très fort qui nous a unis avec Karl. Merci beaucoup Baptiste Giacobiconi, Karl et moi. Merci. C'est votre histoire et à travers celle-là, c'est peut-être le plus beau portrait qu'on ait jamais tracé de Karl Lagerfeld et le plus touchant. Merci. Merci beaucoup Baptiste d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.